Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, j'ai choisi de parler un peu du coronavirus, de ses répercussions sur le continent africain, ce qui va se passer au lendemain de cette crise sanitaire qui a frappé durement l'Occident, l'Europe notamment, et les États-Unis d'Amérique. Donc voilà, je voudrais juste encore une fois vous remercier pour votre présence et surtout pour votre fidélité à notre page Facebook, à la page Facebook du Moltra. Ce soir, il y a le lien PayPal que je vais mettre en dessous de cette vidéo. Ceux qui voudraient bien partager ce lien et contribuer déjà financièrement à nos activités, nous les remercions d'avance. Nous avons créé aussi des sections Moltra dans le monde. Nous avons créé une section Moltra Europe, Moltra Afrique de l'Ouest, Moltra Afrique centrale, Moltra Afrique australe, Moltra Europe et Moltra Amérique. On va vous demander de participer à ces groupes-là. Donc, on va vous prier de nous laisser vos numéros de téléphone pour qu'on puisse vous joindre au groupe WhatsApp, aux différents groupes qui existent. Et puis, vous allez pouvoir agir localement dans les régions où vous êtes et puis rencontrer d'autres personnes pour pouvoir faire avancer la cause de notre continent et la cause de la libération de l'Afrique. Alors ce soir, je veux aborder la question du coronavirus en lien avec ce qui va se passer plus tard sur le continent africain. Pourquoi? Tout simplement parce que la crise sanitaire du coronavirus a paralysé les économies occidentales. Les économies occidentales ont beaucoup souffert depuis 2 mois maintenant. Ces économies-là sont paralysées, les activités économiques et industrielles sont complètement tombées à l'eau. Le chômage augmente énormément dans ces pays-là. Ça veut dire que l'ensemble du système social, l'ensemble du système économique souffre et va souffrir énormément. La crise de l'endettement, parce que l'État occidental, à chaque fois que ces pays-là sont concernés par des crises, eh bien, ces États-là dérogent à l'ensemble des règles qu'ils ont imposées à l'Afrique et aux autres parties du monde, jusqu'ici, à savoir la non-intervention de l'entité étatique dans l'économie, les règles budgétaires strictes, un certain nombre de règles de l'économie néolibérale que ces pays-là imposent aux Africains et aux autres parties du monde. Dès que les Occidentaux eux-mêmes sont confrontés à des crises, eh bien, ces pays-là dérogent à ces règles-là. Donc, ces pays-là font des exceptions et font des entorses à ces règles-là et l'État va majoritairement agir et intervenir dans le système économique en venant en aide aux entreprises, en mettant en place des dispositifs permettant aux entreprises de pouvoir s'en sortir. Avec le coronavirus, nous sommes face à la même pratique qui est que l'État va se substituer aux entités privées, aux entreprises, et l'État va financer, va s'endetter lourdement par le biais du système social pour financer et aider les entreprises, notamment les employés, les travailleurs des secteurs concernés, pour mettre en place des dispositifs pour pouvoir payer le salaire ou en tout cas trouver des indemnités aux travailleurs. Donc avec le coronavirus, c'est ce qu'on a observé dans les pays européens. Donc, ce qui se passe, c'est que en ces 2 derniers mois, la dette des pays européens s'est alourdie énormément parce que comme le coronavirus a paralysé les activités économiques, eh bien, l'État est intervenu massivement en injectant de l'argent dans le circuit pour pouvoir maintenir les travailleurs concernés dans leurs droits, notamment dans la perception de leur salaire. Donc, on voit clairement qu'avec la crise du coronavirus, les États occidentaux sont confrontés à une grande crise économique qui s'annonce. Et cette crise économique s'annonce dans des termes très très durs, avec un taux d'endettement très élevé, en tout cas un taux d'endettement qui augmente. En plus de cela, on voit très bien que le taux de chômage est en train d'augmenter parce que certaines entreprises ne vont pas pouvoir se relever de cette crise sanitaire. Donc il y a des entreprises qui vont faire faillite, des grandes entreprises, un certain nombre de petits employeurs, tout ça va fermer. Donc les employés sont sur le carreau et le taux de chômage, on le voit aux États-Unis,
En France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Suisse, le taux de chômage est en train d'augmenter énormément. Donc la crise du coronavirus a entraîné une crise économique qui va peser très lourdement dans la vie des pays occidentaux. Et puis tout ça va créer une charge supplémentaire à l'ensemble du dispositif social des pays occidentaux. Donc l'État va devoir intervenir massivement pour payer le chômage. Le système social, c'est-à-dire les aides sociales, vont augmenter. Et puis tout ça va se traduire par une dépression économique grave. Donc voilà un peu la situation en Europe et en Occident d'une manière générale dans les mois et les années à venir en Europe. Donc toute la machine économique occidentale est aujourd'hui en panne. En tout cas, une grande partie de cette machine économique est en panne. Et on voit d'ailleurs que la Chine, qui est aujourd'hui l'industrie du monde, qui est aujourd'hui la puissance industrielle, on voit aujourd'hui par le biais de cette crise sanitaire que la Chine a ravi des mains de l'Europe la capacité de production des biens industriels et des biens de première nécessité, des biens médicaux. On l'a vu avec les masques, les appareils respiratoires. Aujourd'hui, c'est la Chine qui fabrique tout ça. Donc, comme les Occidentaux ont pris le malin plaisir à délocaliser leur machine de production parce que le capitalisme fonctionna toujours sur la base du profit, eh bien, ces pays-là, ces entreprises-là, les grandes entreprises, en tout cas, ont délocalisé une bonne partie de leur machine de production en Chine, ce qui fait qu'aujourd'hui, on le voit très bien, cette crise économique révèle également la faiblesse de la machine industrielle occidentale qui a été déplacée en Asie, notamment en Chine. Et donc, on le voit avec la pénurie de masques et des autres machines, à savoir les machines respiratoires, les médicaments, des composants de médicaments qui n'existent plus, que la Chine n'est pas arrivée à fabriquer parce que la Chine elle-même aussi s'était trouvée à un moment donné dans cette crise sanitaire du coronavirus, puisque tout est parti de là en fait. Eh bien, on le voit très bien, l'Occident se trouve d'une manière générale dans une situation compliquée. Donc, le coronavirus se traduit par une crise sanitaire compliquée, une crise économique, une crise sociale, une crise industrielle qui ne date pas d'aujourd'hui parce que les Occidentaux ont pris le malin plaisir à délocaliser leur emploi pour maximiser les profits. Donc, voilà un peu le tableau d'une manière générale. Et puis, cette situation va s'accentuer au lendemain de cette crise du coronavirus. Quel est le lien de tout ceci avec l'Afrique? Eh bien, il y a une constante dans l'histoire. À chaque fois que les puissances occidentales se sont retrouvées dans une situation de crise économique, il y a des répercussions graves en Afrique. Donc, pour le moment, toutes les prédictions catastrophiques disant que l'Afrique va mourir, qu'il y aura l'hécatombe, qu'il y aura des millions de morts en Afrique du coronavirus parce qu'il n'y a pas un système médical, il n'y a pas d'infrastructure médicale adaptée pour pouvoir soigner les malades et tout ça. Aujourd'hui, Providence aidant, il y a encore d'autres facteurs qui sont intervenus, les facteurs climatiques, géographiques, humains. Pour le moment, l'Afrique n'est pas massivement atteinte de ce virus-là. Ce qui fait que, relativement, les pays africains, en tout cas les enclos coloniaux africains, s'en tirent plutôt bien. Et ça, ce n'est pas dû au gouvernement en place. Ce n'est pas les gouvernements, soi-disant, africains qui ont fait quelque chose. Ce ne sont pas les actions des soi-disant gouvernements africains qui ont fait que ce virus-là ne soit pas propagé aujourd'hui et ne crée une hécatombe supplémentaire dans un continent qui est déjà pas mal affecté par diverses maladies et d'autres souffrances et par d'autres pandémies qui le neutralisent depuis plusieurs siècles maintenant. Donc, on peut se réjouir du fait que, pour le moment, l'Afrique soit relativement épargnée de toutes les prédictions de l'OMS, des Occidentaux, des scientifiques, des gouvernants occidentaux, européens et tout ça. Aujourd'hui, on voit pour le moment que l'Afrique s'en tire plutôt pas mal, ce qui est bien. Ça, on doit s'en réjouir, mais cela ne doit pas nous empêcher de réfléchir sur la réalité qui est que nous n'avons pas d'infrastructure médicale capable de traiter une situation comme celle qu'entraîne
le coronavirus. Eh bien, si ce virus devrait avoir le même élan en Afrique, ça sera extrêmement compliqué parce que nous n'avons pas de politique de santé publique ni d'infrastructure capable de s'occuper véritablement de cette pandémie et de prendre en charge les malades. Donc voilà un peu la situation sur le plan médical. Maintenant, comme je le disais, les conséquences de cette pandémie sur les économies occidentales sont énormes et vont être énormes. Je posais la question de savoir quel est le lien de cette situation économique que crée cette crise sanitaire du coronavirus en Occident sur la situation en Afrique. Eh bien, ceci est très simple. Les pays occidentaux, à chaque fois que ces pays-là se sont trouvés dans une situation de crise économique, ces pays vont trouver des proies et des territoires qui vont conquérir. Voilà, parce que ces pays-là sont armés, ces pays-là vont trouver les solutions à leur crise économique en allant détruire d'autres pays, en allant capter les richesses d'autres pays pour venir résoudre leurs problèmes. Depuis que l'Europe, depuis que les Occidentaux ont fait leur renaissance, à chaque fois qu'ils ont été confrontés à une crise interne, eh bien, ils ont cherché la solution à l'étranger. Et aujourd'hui, quel est le continent qui est le plus faible, le continent le moins organisé, le continent qui est la proie facile pour tout le monde? Quel est le continent qui présente le plus de faiblesses, pouvant l'exposer à toutes sortes de conquêtes? C'est le continent africain. Quand on regarde la carte du monde aujourd'hui, on voit que l'Afrique reste le seul endroit où il n'y a pas d'État, où les peuples ne maîtrisent rien du tout, les peuples ne maîtrisent pas leur environnement, les États n'existent pas, les dirigeants sont des laquais, des pantins qui au service des Occidentaux précisément, et des Asiatiques, des Chinois et autres. Et puis tout ceci emballé dans une faiblesse militaire telle que aucun des pays africains n'est en mesure de résister à quelque attaque que ce soit. Donc, depuis que l'Occident s'est reconstitué, a fait sa renaissance, à chaque fois qu'il s'est retrouvé dans une situation de crise interne, eh bien, l'Occident est allé à l'extérieur chercher les solutions à ces problèmes intérieurs. Et donc, comme je le disais, le continent ou bien la partie du monde qui présente le plus de faiblesses, le plus d'atouts pour être conquis aujourd'hui, c'est le continent africain. Parce que pendant longtemps, nous n'avons travaillé sur aucune des structures capables de protéger le territoire africain, ses populations et surtout ses biens. Les biens naturels dont l'Afrique regorge ne sont pas du tout protégés, ne sont pas maîtrisés. Nous ne les avons même pas répertoriés. Nous ne connaissons même pas la grandeur des richesses de notre continent. Alors que les Occidentaux et d'autres peuples ont étudié la carte de l'Afrique, savent précisément ce qui est la richesse de l'Afrique, ces pays-là ne vont pas hésiter à retourner en Afrique pour chercher la solution à leurs problèmes. Nous allons le voir très bientôt. On va voir très bientôt en Afrique qu'un certain nombre de pays vont être exposés aux attaques. On va monter des guerres, des oppositions internes. On va monter toutes sortes de révolutions, de façades. Et puis, on va utiliser ces révolutions-là pour intervenir. L'exemple le plus récent, c'est ce que les Occidentaux ont fait en Libye et en Côte d'Ivoire. C'était en 2011. On sait très bien qu'avant l'intervention en Libye pour aller prendre les puits de pétrole de la Libye et voler plus de 400 milliards de fonds souverains libyens, c'est-à-dire que les pays qui ont attaqué la Libye ont non seulement confisqué les puits de pétrole de la Libye, mais aussi ont volé l'argent de l'État libyen placé dans les banques et sur les marchés internationaux, notamment dans les pays européens qui ont accompli la tâche de la destruction de la Libye. Plus de 400 milliards ont été volés, disparus jusqu'à présent. On n'a pas retrouvé les traces de cet argent de la Libye. Et donc ces gens-là, ils se sont partagés le butin libyen en fabriquant une fausse révolution pour liquider Kadhafi, confisquer les puits de pétrole de la Libye, ensuite voler l'argent libyen qui était placé sur les marchés internationaux. L'Occident ne s'était pas arrêté là.
Il y a eu la deuxième attaque qui est la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, pays africain très riche, de par le sous-sol, le café cacao, de l'or et puis tous les biens que regorge la Côte d'Ivoire. On a attaqué un deuxième pouvoir qui présentait quelques similarités avec le régime Kadhafi, à savoir une certaine résistance, même si ces résistances-là n'étaient pas des résistances à la hauteur des enjeux, mais quand même, c'était des résistances que l'Occident ne supportait pas. Et les attaques de 2011 sur le continent africain étaient précédées d'une grande crise économique. C'est tellement que les Africains ont oublié ça. On a oublié qu'il y avait eu, avant les attaques de la Côte d'Ivoire et de la Libye, une grande crise économique. D'abord la crise des subprimes, et puis l'effondrement des banques, des grandes banques du monde, une grande crise économique qui a fait que l'Occident avait injecté beaucoup d'argent dans le système économique pour sauver les banques. Et puis derrière, on a déclenché en 2011 une série de révolutions, notamment dans ce qu'on appelle le monde arabe, pour balayer un certain nombre de régimes. Ça a commencé en Tunisie, en Égypte. On a attaqué la Libye pour assassiner Kadhafi. Après, on était allé en Syrie. Et puis, disons, ces attaques-là ont continué jusqu'au Venezuela, où on a attaqué très violemment le régime du couple Maduro-Hugo Chavez. Donc, après que l'Occident ait connu une grave crise économique, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé détruire d'autres pays pour voler leurs biens, s'accaparer leurs richesses, les plonger dans des crises internes, les crises politiques, qui permettent aux Occidentaux de faire main basse sur les biens et les richesses de ces pays-là. Et c'est ce qu'on a vu en 2011. Ça, c'est l'exemple le plus récent. Et puis maintenant que l'Occident se trouve encore dans une crise économique qui arrive à la suite du coronavirus qui a mis à terre l'économie des pays occidentaux, eh bien, il est clair que les Occidentaux ne vont pas hésiter, une fois encore, à aller attaquer d'autres peuples, d'autres pays, d'autres territoires, pour voler leurs richesses, afin de pouvoir venir résoudre leurs problèmes internes. Donc ça, c'est une constante de l'histoire. Et donc, très bientôt, nous allons voir que les Occidentaux vont déclencher une série d'activités sur la scène internationale pour contraindre les États ou bien les pays faibles, mais pourvus massivement de richesses, vont déclencher un certain nombre d'événements dans ces pays-là, dans ces enclos coloniaux, notamment africains, où ils seront amenés à intervenir en faisant des guerres, et puis les quelques rares pouvoirs africains qui vont leur résister, ces pays-là seront confrontés à la guerre. Et puis, on va dire que ça, c'est le soulèvement du peuple, ou bien que le gars veut massacrer son propre peuple comme on l'a fait en Libye. Et puis, on va déclencher une guerre dans ces pays-là, étant donné que déjà les enclos coloniaux africains n'ont pas une grande résistance à mener. Je ne pense même pas qu'on sera obligé de passer par des guerres. Mais on va tout simplement utiliser une série d'élections et quelques événements pour procéder à un changement de régime dans un certain nombre de pays, et puis on va placer des pions encore plus malléables, des jeunes diplômés, des gens qui vont sortir de Harvard, de Sorbonne, de Princeton et autres, qu'on va placer au pouvoir pour pouvoir approfondir la misère en Afrique dans le but d'intensifier le pillage du continent africain. Donc, voilà un peu ce qui nous attend après le coronavirus, après la crise du coronavirus qui a entraîné une crise économique grave en Occident. L'Afrique va payer un lourd tribut sur le plan économique, même si le continent africain n'a pas été emporté, comme cela a été prédit, par ce virus Covid-19. Donc, même si la crise sanitaire n'a pas emporté l'Afrique, eh bien, la crise économique va entraîner une série d'événements très douloureux que les pays africains et les Africains vont connaître très bientôt. Parce que l'Occident a toujours fonctionné comme ça. Ça, c'est quelque chose de très régulier dans l'histoire, qui est que lorsque les pays puissants, les plus forts sur la scène internationale, notamment les Occidentaux, sont confrontés à une crise économique, ces pays-là vont résoudre cette crise économique interne en allant conquérir d'autres peuples, d'autres pays,
d'autres contrées pour voler leurs richesses afin de résoudre leurs problèmes. Donc c'est ça qui attend l'Afrique. Parce que l'Afrique reste le seul endroit de cette terre, la seule partie de cette terre où il n'y a pas d'État, où il n'y a aucune forme d'organisation sociale, sociétale. Il n'y a pas d'instrument capable de protéger les ressources africaines, la terre africaine tout simplement. Et les Africains eux-mêmes sont dans un état de désorganisation tel que nous ne sommes pas en capacité de résister à quoi que ce soit en l'état actuel. Voilà, aujourd'hui, tel que nous sommes, nous n'avons aucune résistance. Et lorsque, en 2011, après la grande crise économique des subprimes, avec l'effondrement des banques, a poussé l'Occident à déclencher l'épisode des révolutions arabes, qu'on appelle le printemps arabe, en allant bombarder la Libye, voler les biens de la Libye, en détruisant le régime du colonel Kadhafi, en s'attaquant à la Côte d'Ivoire, détruire le régime Laurent Gbagbo et placer Alassane Ouattara au pouvoir. Donc une marionnette encore plus malléable, encore plus manipulable sur le siège en Côte d'Ivoire. Et on l'a vu d'ailleurs, tous les pays africains, quasiment, étaient tous d'accord pour qu'on attaque la Libye et la Côte d'Ivoire. Tous les dictateurs africains, soi-disant, dirigeants, étaient tous d'accord pour qu'on détruise le régime de Laurent Gbagbo, parce que eux, ils étaient clairement dans la disposition de pouvoir servir davantage les intérêts étrangers. Donc voilà un peu comment les choses se passent lorsque l'Occident est confronté à une crise économique interne. Voilà, ça c'est une règle immuable, parce que ces pays-là sont armés, ces pays-là prescrivent les normes de droit international, ces pays-là dictent leur volonté à la terre entière, ils sont armés, ils sont dotés du soft power, ce qu'on appelle la domination souple, ce qu'on appelle la puissance soft, la domination douce, par le biais de la radio, du matériel, de la marchandise, du bien qu'ils produisent, les séries télé, les gadgets, les radios qui sont accessibles, RFI, BBC, CNN, France 24, BBC, qui sont des instruments d'influence formidables que ces pays-là utilisent, sont accessibles en Afrique. Eh bien, l'Afrique est totalement ouverte à l'influence occidentale de telle sorte que nous ne sommes pas en capacité de résister de manière efficace à toutes les attaques de ces pays-là. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons démontrer que l'Afrique n'est pas du tout prête à résister, en tout cas à affronter une éventuelle attaque des pays occidentaux qui vont se déverser très bientôt en Afrique. Donc, ça c'est un peu la situation. Si vous avez des questions, je vous remercie de les poser. Autrement, je ne vais pas faire très long ce soir. Je pense que les jours à venir vont nous permettre de revenir sur ce sujet très important. Mais ce qui est clair, c'est que les pays occidentaux ne vont pas subir une crise économique sans imaginer des solutions. Et l'une des solutions que les Occidentaux ont toujours trouvées en cas de difficulté intérieure, c'est d'aller conquérir les autres. Ça a été le cas depuis que l'Occident a fait sa renaissance, depuis le 14e, 15e siècle. On a connu la période de l'esclavage, des razzias négrières, à la suite d'une crise économique ayant entraîné la conquête des Amériques, etc. Et puis une fois qu'on a neutralisé, qu'on a éliminé les Indiens d'Amérique, les Européens ont réfléchi et se sont dit, bon, il y a des peuples en Afrique qui sont totalement sans défense, qui ne peuvent rien faire. On va aller les conquérir, on va aller les dominer, on va aller les ravir de leur territoire pour les amener en Amérique, pour qu'ils travaillent pour nous. Et puis ce système a continué durant 4 siècles. Et à la fin, qu'est-ce que les Occidentaux ont fait? Lorsque la machine et tout ça s'était développé et puis que la production industrielle est arrivée à son apogée, on a dit ça ne sert plus à rien de garder le système esclavagiste en l'état. Il faut plutôt l'assouplir, faire en sorte que les Africains ne puissent plus être déportés, mais conservés en Afrique pour que ces peuples-là servent de débouché pour nous et puis de force de travail pour produire des produits tropicaux dont nous avons besoin en Europe. C'est ça qui a entraîné la colonisation. Et cette colonisation aussi a duré jusqu'aux indépendances fictives où les Occidentaux ont encore une fois perfectionné le système en trouvant des Africains qui sont
totalement formatés, formés, malaxés dans le bain de boue de l'Occident pour pouvoir continuer l'entreprise coloniale de manière beaucoup plus fine, de manière beaucoup plus intelligente, en disant que les Européens ont quitté l'Afrique et qu'ils ont transmis le pouvoir à une élite indigène, en oubliant de nous dire que cette élite indigène-là est une fabrication de toutes pièces pour pouvoir continuer l'entreprise coloniale. Eh bien, nous sommes dans cette période-là actuellement. Donc, comme je disais, à chaque fois que les Occidentaux se retrouvent dans une situation de crise interne, eh bien, ils vont aller vider, aller chercher les solutions à ces crises-là à l'extérieur. Et ça, c'est une réalité continue. Donc, les pays, ou bien les sociétés, ou bien les endroits du monde où il n'y a aucune protection, où il n'y a pas d'État, où il n'y a rien, il n'y a pas de réflexion stratégique sur le monde, sur le fonctionnement du monde, pour que les peuples puissent s'organiser effectivement, l'endroit qui offre le plus de possibilités de conquête, de facilité de conquête, l'endroit qui est le terreau fertile de la domination étrangère aujourd'hui dans le monde, c'est l'Afrique. Eh bien, l'Afrique va payer un lourd tribut, même si notre continent n'a pas payé un lourd tribut au coronavirus, il n'en demeure pas moins vrai que notre continent va payer un lourd tribut sur l'échiquier économique. Donc, notre continent va payer les conséquences économiques qu'a entraîné la crise du coronavirus en Europe. Voilà un peu la situation. Nous n'aurons nos yeux que pour pleurer, comme nous n'avons eu nos yeux que pour pleurer en 2011, lorsque Kadhafi et le régime de Laurent Gbagbo ont été attaqués et détruits. C'est comme ça. Donc, nous serons confrontés très bientôt, encore une fois, à des situations très compliquées en Afrique où les Européens vont intensifier leur pillage du continent africain, vont accélérer le processus du pillage du continent africain et vont pousser les Africains à des conflits internes qui vont parfois justifier l'intervention de l'Occident, d'autres pas. Et puis, tout ça, c'est fait et sera fait pour accélérer le pillage du continent africain parce que l'Occident aura besoin de l'or, de l'argent, du pétrole, du diamant, du coltan, des produits agricoles et tout le travail du Sud pour pouvoir alimenter ce qu'on appelle le Nord, c'est-à-dire les pays occidentaux, les pays riches, les pays puissants, les puissances occidentales. Et entre deux, il y a la Chine qui est aujourd'hui un concurrent de taille parce que la Chine s'est imposée. Et donc, il va y avoir une confrontation en Afrique, comme c'est déjà le cas dans plusieurs enclos coloniaux, où la Chine et les Occidentaux s'affrontent au détriment des Africains. Et puis, quand la situation est très compliquée, qu'est-ce qui se passe? Les Chinois, en tout cas les Asiatiques et quelques autres pays émergents ou bien qui sont de plus en plus confirmés sur la scène internationale, dirigés par la Russie et la Chine, ces pays-là vont trouver des accords de partage du butin africain avec les Occidentaux. C'est le cas du Sud-Soudan où les pays occidentaux et la Chine se sont affrontés des années durant et puis finalement on a trouvé une solution en partitionnant le Sud-Soudan en deux pour créer l'État du Sud-Soudan. Voilà un peu le tableau général. Et donc comme l'Afrique refuse de soigner ses faiblesses, comme les Africains refusent d'affronter les dictateurs africains, comme les Africains ne veulent pas s'en prendre aux enclos coloniaux abusivement appelés États, dirigés par des laquais, par des satrapes, par des hommes ridicules, des criminels en puissance et des criminels confirmés, c'est clair que l'Afrique sera confrontée à une situation extrêmement compliquée au lendemain de la crise sanitaire du coronavirus qui est en train de plomber les économies occidentales en augmentant le taux du chômage, l'endettement, une crise industrielle qui se caractérise par la puissance de la Chine qui est confirmée parce que les Occidentaux ont délocalisé durant les 30 et 20 dernières années une grande partie de leur machine de production, que aujourd'hui ces pays-là vont vouloir rapatrier parce qu'ils réalisent que maintenant ils sont très vulnérables, ils sont exposés, ils ont besoin de la Chine, ils ont supplié la Chine même pour que la Chine puisse leur fabriquer les masques, les produits médicaux, les appareils respiratoires, etc. Eh bien, le seul endroit, la seule partie du monde qui soit vulnérable et qui ne puisse pas opposer de résistance aux Occidentaux, c'est l'Afrique. Et puis bon, les Africains vont devoir payer la facture économique
du coronavirus, même si ce coronavirus a relativement épargné les pays africains de la catastrophe qui a été prédite pour le continent. Parce que tout simplement, c'est une constance de l'histoire qui est que lorsque les puissances dominatrices de la scène internationale sont confrontées à une crise économique interne, eh bien, ces puissances-là vont chercher à résoudre ces crises économiques-là à l'extérieur, en allant conquérir les autres. Et ça, les Africains vont le réaliser très bientôt. Maintenant, je pense que dans les circonstances actuelles, nous n'avons pas de capacité organisationnelle à opposer aux Occidentaux. Et nous n'aurons nos yeux que pour pleurer, comme nous l'avions fait en 2011, lorsqu'on a attaqué Kadhafi et Laurent Gbagbo, et puis toute la série des soi-disant révolutions arabes, donc le printemps arabe qui a été déclenché, et qui finalement a été arrêté par la Russie de Poutine en Syrie. C'est la seule partie du monde où finalement les Occidentaux se sont heurtés à une force capable de leur opposer une résistance égale, et qui a fait que les Occidentaux ont rebroussé chemin. Mais on avait déjà détruit la Libye, on a renversé Moubarak pour le remplacer par un laquais encore plus puissant, parce que quand on a renversé le régime Moubarak, les Égyptiens avaient cru que leur heure était venue et puis qu'ils allaient recontrôler leur pays. Eh bien, on a court-circuité tout ça, on a arrêté Morsi, on l'a enfermé, on a détruit le régime de Mohamed Morsi, qui a été emprisonné, tué en prison, et on a mis le général, comment il s'appelle déjà, celui-là, ce criminel sanguinaire, ce général-là qui a pris le pouvoir et qui est là au pouvoir, qui est adulé par l'Occident. C'est comme ça. Et en Tunisie, on a renversé aussi, le peuple s'est soulevé, on a utilisé différents mécanismes pour renverser Ben Ali, qui était un laquais des Occidentaux, remplacés par des islamistes qui eux-mêmes seront renversés plus tard. Et par les révolutionnaires tunisiens, aujourd'hui, n'ont leurs yeux que pour pleurer parce que le pouvoir leur a totalement échappé. Donc ça a continué. On avait voulu attaquer l'Algérie, on n'a pas pu. Et puis on a continué pour aller en Syrie. Et puis en Syrie, ça a été stoppé net grâce à Poutine, qui a sauvé pour des intérêts, non pas parce que Poutine adore les yeux bleus et les cheveux enroulés de Assad, non pas parce que Poutine est un humaniste affirmé, non pas parce que Poutine est un bon samaritain, mais tout simplement parce que Poutine avait vu très clairement que on ne peut pas permettre à l'Occident de conquérir toute la terre, et puis la Russie, qui est une grande puissance militaire, croise les bras en subissant tout ça. Donc Poutine a arrêté tout ça. Voilà. Et quand ils ont voulu s'attaquer après la Russie au Venezuela de Hugo Chavez, eh bien Poutine était également présent pour arrêter tout ça. Voilà. Et donc lorsque les Occidentaux vont se déverser très bientôt en Afrique pour continuer, pour approfondir, parce qu'ils sont déjà depuis des millénaires, pour approfondir leur entreprise de pillage, de démolition du continent africain, bon, nous ne serons pas en capacité d'opposer quelque résistance que ce soit. Puis nous serons pris entre deux feux, d'un côté la Chine et ses amis, et puis les Occidentaux et leurs amis qui vont continuer à approfondir la souffrance en Afrique. Voilà. Alors quelqu'un pose la question de savoir, c'est Solo Boumaï qui me demande, parlez-nous un peu du Cameroun avec le geste de son ambassadeur il y a peu de temps. Non, non, je ne sais pas. Vous pouvez me préciser ce que c'est que cet ambassadeur? Je ne sais pas. J'ai pas suivi. Quel ambassadeur? Si vous pouvez développer un tout petit peu votre commentaire, je pourrais vous répondre. Mais en tout état de cause, tous les hommes de ce système-là, il ne faut pas penser que des gestes faits par des animateurs de ce système-là soient d'une quelconque utilité pour les peuples africains. Il faut que les Africains ne regardent pas tout ça, parce que c'est pas par les gens de ce système-là. Je ne sais pas ce que cet ambassadeur a fait, mais je suis en train de dire d'une manière générale que les Africains doivent totalement être indifférents, froids, vis-à-vis des gesticulations des animateurs de ce système-là, qui sous prétexte d'être des rebelles ou bien des gens qui se sont éveillés, vont vouloir nous livrer à des scènes
de révolte vis-à-vis de leur maître pour soi-disant montrer qu'ils ne sont pas les esclaves des Occidentaux ou de leur maître. Tout ça, ça participe au système, quoi. Donc moi, je sais pas, mais j'attends d'avoir une précision de mon compatriote Solo Bouma sur ce que cet ambassadeur-là aurait fait, mais dit simplement que la situation au Cameroun est exactement le reflet de ce que nous sommes en train de dire. Le Cameroun est pris en étau. Les vrais patriotes camerounais ont été liquidés, au CD-Afana, Félix Moumié. Les vrais patriotes de l'UPC, ceux qui avaient rêvé d'un Cameroun affranchi et en capacité de résoudre ses problèmes, ont été neutralisés, liquidés. Les Français ont fait une guerre très atroce au Cameroun et le Cameroun a été complètement démantibulé, placé entre les mains de Aïdjo, un homme lige qui l'a dirigé pendant des décennies avant que les Français ne décidèrent de transférer ce pouvoir-là à un homme encore plus soumis que Aïdjo, à savoir Paul Biya, qui est au pouvoir jusqu'ici. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Le Cameroun, c'est le prototype même de l'Afrique en souffrance, c'est le prototype même d'un continent en déréliction, abandonné, ne sachant pas à quel sens se vouer, pataugeant dans de la débrouillardise, dans la boue, dans la souffrance, alors que ce pays-là regorge des ressources naturelles, humaines, culturelles, extrêmement riches, variées, immenses, ce qui fait de ce pays-là, s'il avait une gouvernance patriote, un paradis sur terre. Mais bon, voilà. Donc le Cameroun, c'est rien du tout sous la gouvernance de Paul Biya et de ses amis. Donc je ne vois pas ce qu'un ambassadeur aurait fait et ce qu'un ambassadeur, soi-disant, aurait apporté, hein, que nous ne sachions pas déjà. Voilà. Donc il faut que les Africains se montrent totalement indifférents face à tout ça, face à ces comédies de mauvais goût et de mauvaise qualité, pour se concentrer sur ce qu'ils sont appelés à faire, c'est-à-dire s'organiser, 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 se mobiliser, se former, s'organiser, s'organiser, s'organiser pour aller de l'avant. Parce que la renaissance de l'Afrique viendra à partir du moment où les Africains vont reprendre la maîtrise physique de leur espace pour ensuite s'élancer vers sa reconstruction. Et ce n'est pas plutôt en acclamant les élites coloniales qui, de manière périodique, vont nous livrer des sketchs, des scènes pour montrer qu'ils se révoltent contre le système de domination qui leur va parfaitement et qui les a mis là où ils sont pour que nous puissions être détournés, nous puissions être divertis, hein, de ce que nous devons faire dans la gravité et dans une continuité parfaite et rigoureuse. Parce que là, nous n'avons pas le temps de nous amuser. Donc, voilà, je n'ai pas plus de choses à dire sur le Cameroun que tout ce que je dis sur le Togo et sur d'autres pays africains. Parce que là, nous ne sommes pas en face des pays, nous ne sommes pas en face des États, nous sommes en face des enclos coloniaux. Ça, c'est le discours classique du Volta. Et donc, partant de cette réalité-là, tout ce que nous disons aux Africains, c'est de s'organiser. Et donc, nous avons, comme je l'ai dit en début de ce direct, nous avons créé plein de choses. Nous avons créé des groupes du Moltra Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique australe, Afrique du Nord, Moltra Europe, Amérique et tout ça. Donc voilà, maintenant, si vous sentez que vous êtes concerné par ce que le Moltra dit et ce que le Moltra fait, bon, vous êtes les bienvenus. Vous nous laissez vos numéros WhatsApp. On va vous contacter, puis on va vous rajouter à ces différents groupes-là, puis on va commencer par agir. Et puis il y aura, comme je l'ai communiqué tout à l'heure, on a créé un compte PayPal, on va vous demander de participer parce que maintenant on a assez bavardé, on va demander aux gens de participer à ces comptes-là, de financer nos activités parce que nous allons faire des choses, parce que jusqu'ici nous n'avons pas exposé tout ce que nous faisions. Mais maintenant, on va faire des choses publiquement et puis on va dire aux gens de nous aider, ceux qui veulent bien faire quelque chose, de nous rejoindre et de travailler avec nous. C'est tout. Donc, pour le reste, nous n'avons pas de commentaires à faire sur des gens comme Paul Biya et ses amis, les ambassadeurs et autres. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Parce que ces gens-là, ils animent un système. Alors, le frère me demande, que pensez-vous de la révolution camerounaise en ce moment?
Bah, waouh, je sais pas, compatriote Solo, quelle révolution? Quelle révolution? Il y a une révolution au Cameroun? Bon, quelque chose nous a échappé là. Je sais pas. Je sais pas s'il y avait, je savais pas qu'il y avait une révolution au Cameroun. Vous pouvez me décrire comment se déroule cette révolution? Ou bien vous parlez de Maurice Kamto, enfin les choses de Maurice Kamto là, du MRC? Non, ça c'est de la blague. C'est de la blague. C'est que si les Africains veulent rester dans leur électoralisme ridicule, misérable, qui nous enfonce davantage, eh bien qu'on continue. Mais si c'est ça que vous appelez révolution, moi ça me fait rire. Maurice Kamto, c'est exactement l'opposition institutionnelle africaine. C'est des gens qui sont compatibles avec Paul Biya et autres, qui veulent continuer dans le même cadre étatique colonial. Or, nous disons qu'il faut s'en affranchir, et vous nous dites que c'est ça qui est la révolution. La révolution commencera en Afrique à partir du moment où nous aurons des gens qui vont commencer par s'attaquer aux vraies racines du problème africain, à savoir les États coloniaux, les enclos coloniaux et toutes les conséquences économiques, sociales, anthropologiques, philosophiques, religieuses, culturelles qu'entraîne l'existence de ces enclos coloniaux. C'est ça la vraie question. Est-ce que Maurice Kamto a remis en cause le cadre colonial camerounais? Non, pas du tout. Ça, c'est des gens que nous appelons des opposants institutionnels, peut-être qui est animé d'une bonne volonté, mais au-delà, c'est rien du tout. Ces gars-là ne vont pas du tout s'inscrire dans une logique de la libération du continent, notamment du Cameroun, pour ensuite entamer sa reconstruction sur d'autres valeurs. Ces gens-là sont des libéraux, sont des néolibéraux, ce sont des gens qui viennent des universités, voilà, des diplômés de l'école coloniale, des universités occidentales et tout ça, qui ont travaillé dans ce système-là, et puis qui se sont enrichis, qui ne pouvant pas aller jusqu'au bout de leurs rêves, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent en Afrique et puis ils disent, bon, voilà, on veut devenir président à la place du dictateur. C'est exactement les oppositions institutionnelles, ça. Maurice Kamto, c'est un opposant institutionnel confirmé. Donc, nos compatriotes du Cameroun qui s'agitent pour dire Kamto, 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 moi, ça me fait rire. Mais voilà, si les compatriotes africains veulent continuer à piler de l'eau, hein, à piler de l'eau, bon, qu'ils continuent. Voilà, que si les Africains veulent continuer à piler de l'eau, en disant qu'il faut aller étape par étape, ou bien il faut passer par des transitions, en mettant des opposants institutionnels totalement compatibles avec les dictateurs africains aujourd'hui, parce que ces gens-là veulent le trône présidentiel, veulent soi-disant faire des réformes. Quelles réformes? Les réformes libérales, pour que les enclos coloniaux africains aillent beaucoup plus loin que là où ils sont aujourd'hui. Eh bien, continuons. Mais qu'est-ce que moi si c'est ça une révolution, bon, continuons comme ça. Si c'est Maurice Kamto qui est l'incarnation des OCD Afana et des Félix Moumier, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, non, pas du tout. Voilà. Donc voilà, peut-être si vous avez peut-être d'autres choses à me dire sur la révolution camerounaise, ça m'intéresse. Mais si c'est Maurice Kamto là, et du MRC et tout ça, faut oublier. Ça, c'est l'opposition institutionnelle qui veut faire de l'électoralisme et autres. Ça là, c'est pas une révolution du tout. Faut pas galvauder les mots. C'est pas des révolutionnaires, ça. Je m'excuse. Vous pensez quoi du surendettement des pays africains? N'est-ce pas le vrai danger? La dette africaine, aujourd'hui, elle avoisine 400 milliards d'euros, dont quasiment la moitié est chinoise. Donc, c'est la Chine qui détient quasiment la moitié, plus de 45% environ. En gros, 45% environ de la dette africaine est chinoise. Donc, voilà un peu la situation. Maintenant, il y a les Occidentaux qui détiennent le reste. Donc, oui, la dette est un problème pour l'Afrique, mais on voit très bien que l'endettement de l'Afrique, en réalité, si on prend les chiffres, l'endettement africain n'est pas un problème. Si l'argent qui est emprunté était investi dans les secteurs productifs et industriels,
il n'y a aucun problème, puisque cette dette-là n'est même pas assez élevée, parce que quand on voit la dette d'un certain nombre de pays comme les États-Unis d'Amérique, la France, même la France est un pays plus endetté que l'ensemble du continent africain, hein. Les États-Unis d'Amérique sont plus endettés que l'ensemble du continent africain. Mais le problème en Afrique, c'est que la dette n'a pas servi à créer de la richesse. La dette n'a pas servi à alimenter la production. La dette n'a pas servi à améliorer les conditions de vie des populations. La dette, elle n'a pas non plus servi à la consommation, au bien, à la satisfaction des besoins de consommation du peuple et des populations. Ça a plutôt servi à financer le train de vie de l'élite coloniale, à aider les dictateurs africains à consolider leur pouvoir en faisant des élections frauduleuses et fraudées, et puis surtout à armer ces dictateurs-là pour d'abord entretenir une forte armée qui est une véritable machine de guerre et de répression contre les populations. Et puis, on a vendu, liquidé les vieilles armes et les vieux chars, les vieux appareils militaires ont été liquidés aux Africains à des prix très exorbitants. Et ces choses-là servent d'atour, c'est l'apparence du pouvoir africain, ce qui en réalité n'est rien du tout. Et puis bon, c'est ça qu'on appelle la dette de l'Afrique. C'est ça qu'on appelle la dette de l'Afrique. On voit très bien que ces prêts-là n'ont pas profité aux Africains. Au contraire, ces prêts-là ont plutôt servi à financer la vie et la consolidation des pouvoirs dictatoriaux africains. Et puis les Africains doivent travailler pour payer effectivement ces dettes-là. Donc oui, en ce moment-là, on peut dire qu'effectivement, la dette africaine est un problème pour l'Afrique parce que l'argent n'a pas servi à produire et à alimenter les Africains, mais aussi les Africains doivent maintenant travailler pour payer cette dette-là. Et on voit très bien que cet argent qui n'a pas financé l'industrialisation de l'Afrique, puisqu'il n'y a pas d'État pour pouvoir organiser tout ça, les Africains vont prendre leurs biens les plus précieux, de l'or, du diamant, du coltan, de l'uranium, du pétrole, la mer, hein, le continent entouré de mer, il y a tout ça qu'on va brader, qu'on va liquider contre une dette qui n'a strictement rien produit. Donc l'appauvrissement du continent africain continue. Donc par le mécanisme de la dette, on a appauvri l'Afrique, on l'asphyxie et on tue les populations africaines, tout simplement. Et puis les richesses de l'Afrique sont ainsi vidées, non seulement pour payer le capital, mais surtout les intérêts, puisque cet argent qui est prêté aux dictateurs africains l'est à un taux exorbitant, donc dans les 15 à 20% par année, alors que les Occidentaux, eux, ils prêtent de l'argent sur le marché international à des taux très bas, 5 à 6% maximum. Les Africains, puisque on dit aux dictateurs africains, on va vous prêter de l'argent, mais comme vos pays ne sont pas des pays réels, vous n'offrez pas des garanties de paiement, donc on va vous prêter à des taux très exorbitants. Donc l'Afrique ne va jamais payer même les capitaux, le principal prêté et emprunté par les dictateurs africains. On va payer les intérêts. Chaque année, on paie les intérêts. Et puis, le fait de payer les intérêts, qu'est-ce qui se passe? Il y a des dettes qui datent des années 80, 90, qu'on a déjà payées plusieurs fois. Et puis, plus on paye, plus le principal reste. Parce qu'on ne touche pas au principal, c'est-à-dire au montant prêté à la base, mais on ne fait que payer les intérêts. Le principal reste. Et puis là, les Africains continuent à payer. En Occident, non seulement qu'on paye à des taux très bas, c'est-à-dire à des taux 4 à 5%, mais aussi ces dernières années, on a vu, il y a des taux négatifs, c'est-à-dire qu'on va prêter de l'argent à des taux négatifs. Voyez? Donc, c'est ça la réalité. Donc, les Africains sont pris en étau. Tant que l'État colonial africain va rester, tant que nous allons rester les bras croisés, observateurs de l'État colonial, qui parfois même nous amuse, on rit devant tout ça, devant cette bouffonnerie, devant cette criminalité, ça nous amuse. Non seulement qu'on est indifférent, mais ça nous amuse parfois, on rigole, puis il y a des gens qui vont venir nous dire même que des dictateurs africains sont des panafricanistes, ça c'est le comble du ridicule. On va voir des gens comme Idriss Déby qui vont amuser la galerie où les Africains vont penser que Idriss Déby est un panafricaniste, Denis Sassou Nguesso, des gens comme ça, tous les cadres coloniaux africains, les métayers confirmés,
perçus comme des panafricanistes et puis ça amuse les gens. Bon, tant que nous allons rester dans cette posture-là, tant que nous allons admirer nos bourreaux, les criminels, les hommes paillettes, des gens qui, en temps normal, ne méritent même pas d'être des éboueurs dans une Afrique qui marcherait vraiment sur ses deux pieds, eh bien, nous allons mourir. Voilà, nous allons mourir. Et le discours de Thomas Sankara sur la dette est plus que d'actualité aujourd'hui. Donc, il faut aller relire ce discours-là, où Sankara disait très clairement que la dette, c'est des choses qui sont conseillées aux Africains et que cet argent-là n'a jamais profité aux Africains et que les Africains devaient tout simplement refuser de payer cette dette-là parce que c'est pas des choses qui ont servi à quoi que ce soit. Donc, si les Africains restent là spectateurs, amusés même du cinéma que produisent les dictateurs africains, les satrapes, les laquais, et qu'on se trompe de combat régulièrement en collant des étiquettes de panafricanistes à des gens qui sont des bouffons, qui sont des criminels confirmés. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On va continuer à s'endetter, et le franc CFA va continuer. L'argent de l'Afrique sera conservé dans la Banque de France, et puis les Africains vont s'endetter, alors que ces dettes-là ne leur profitent pas du tout, et puis ils vont travailler pour payer le service de la dette, que sont les intérêts, quoi, tout simplement. Puis on va toujours continuer à vendre de l'or, toutes nos richesses, tous nos biens, le coltan, le manganèse, du cuivre, de l'or, du diamant, du pétrole, phosphate, les produits halieutiques, la pêche, tout ça. Bon, voilà, les Occidentaux et la Chine et autres vont venir, vont continuer à faire ce qu'ils font. Donc oui, la dette est un problème pour les Africains, mais le vrai problème, ça nous ramène toujours aux origines. C'est pour ça que il faut lire le problème de manière radicale. C'est l'existence de l'enclos-colonial État africain qui est le problème. Donc la dette africaine, c'est une des nombreuses conséquences de l'existence de l'État enclos-colonial. Voilà. C'est l'enclos-colonial qui fait que la dette africaine est un problème aujourd'hui. Voilà. Donc, si les Africains veulent résoudre les problèmes, il faut qu'ils cessent toute discussion sur les conséquences, qu'ils s'occupent des causes. Et la vraie cause du malheur africain, c'est l'existence de l'État colonial. Donc, tant qu'on ne va pas détruire ça, tant qu'on ne va pas s'engager dans une logique de destruction du cadre colonial africain pour avoir la maîtrise des outils de notre environnement, de notre espace géographique, puisque c'est la géographie qui fait l'histoire et non l'inverse, eh bien, nous allons rester dans cette position figée en voulant traiter les conséquences au lieu de soigner les causes. Voilà. Donc, la dette, c'est juste une conséquence de l'existence de l'État enclos-colonial africain, animé par des satrapes, par des laquais, des gens sans vision, ni conscience historique, sans aucune dignité, sans aucune notion de patriotisme. Ces gens sont des myopes, de petits laquais au service de l'étranger, en train de prolonger l'entreprise de démolition de notre continent. Tant que les Africains ne vont pas s'orienter vers ça, cette analyse de base, nous allons rester là à vouloir corriger les conséquences au lieu de soigner les causes. Et c'est ça tout le malheur. C'est pour ça que tout le milieu panafricaniste est en train de se tromper de cible et de combat en allant vers les histoires du franc CFA et autres et tout ça. Vous voyez, il ne faut pas saucissonner les problèmes. Il ne faut pas saucissonner les problèmes pour prétendre les résoudre ainsi, par pan et par quartier. Non, il faut aller à la racine du problème. Les Chinois, j'ai toujours donné cet exemple-là, les Chinois ne se sont pas contentés d'aller chercher des solutions au problème de la dette ou des choses comme ça. Non, ils sont allés directement à la source du mal, c'est-à-dire l'État chinois partitionné, détruit de l'intérieur par des seigneurs de guerre mis en scène depuis l'extérieur. Donc, ils ont d'abord arraché l'espace, la géographie chinoise des mains de ces hommes liges et de ces hommes paillettes, de ces hommes paillassons, de ces hommes marionnettes, pour ensuite le reconstruire. Donc, c'est ça. Il n'y a que ce processus-là que l'histoire a validé. Dans la grande histoire des peuples dominés, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution possible. Donc, si les Africains veulent toujours trouver des solutions de manière sectorielle, résoudre les problèmes pan par pan, en choisissant un thème précis pour s'attaquer à ce thème-là, alors que les racines du mal africain ressortent même de l'État colonial, de ce que c'est que l'État colonial lui-même qui va
développer des conséquences que sont les problèmes sectoriels que nous connaissons, eh bien, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Donc, allons au sourd du mal, qui est l'existence de l'État colonial. Sa destruction constitue la solution à tous ces autres problèmes-là que nous sommes en train d'énumérer aujourd'hui. Sur YouTube, quelqu'un me dit, tant que nous ne devenons pas des États-Unis d'Afrique et avoir un seul président pour converger nos forces, les Occidentaux vont tout nous piétiner. Oui, ça c'est ce que le Montra dit depuis. Mais avant cette étape-là, il faut mener la bataille de libération. Moi, j'en ai assez de dire la même chose aux Africains et de ne rien voir bouger. J'en ai assez. Voilà. Si vous ne voulez pas vous organiser, vous réunir, prendre contact avec nous, alors que nous vous supplions tous les jours de vous organiser dans votre milieu, dans votre localité, dans votre village, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre pays, pour que nous puissions nous retrouver autour d'une table pour discuter concrètement, essayer d'avancer par la formation, par la mise à disposition des outils nécessaires pour aller de l'avant concrètement, eh bien nous allons rester là à tourner en rond en disant de gros mots, en projetant de grandes idées dans un vide total, dans un vide désorganisé, dans un vide où l'indiscipline règne, où chacun veut se prendre pour ce qui n'est pas. Eh bien nous allons rester là. C'est tout. Moi j'en ai assez. Voilà, j'en ai assez. Et j'en ai déjà assez depuis très longtemps. Mais voilà, je continue. Et on continue à résister. Pas parce que nous en tirons un bénéfice particulier. Non, non, pas du tout. Au contraire, le combat africain, c'est l'un des combats les plus difficiles. Parce que quand tu dis les choses aux Africains, les Africains sont tes premiers ennemis. C'est eux-mêmes qui veulent te liquider d'abord. Parce qu'ils sont énervés, tu les énerves. Ils sont haineux, jaloux, envieux. Et donc, ils sont contre toi. Voilà. Et donc, depuis que nous avons commencé ce combat, nous n'avons recueilli que des saloperies de cette nature-là. Nous n'avons recueilli que de la méchanceté, des agressions, des injures, des insultes et tout ça. Et puis bon, quelquefois on a quelques merci et autres, mais c'est pas de ça dont nous avons besoin. Moi, j'ai pas besoin du merci des gens. Moi, j'ai besoin des gens pour pouvoir agir concrètement parce que nous sommes des patriotes. Voilà, nous sommes des patriotes et nous croyons que l'Afrique est dotée de tous les attributs pour devenir une puissance et reconquérir sa place dans l'histoire, d'où elle a été éjectée depuis 3000 ans, à partir du moment où les Africains ont été conquis par les Hittites et les Hyksos en Égypte antique. Voilà, donc si nous ne comprenons pas ça et puis qu'on projette des grandes idées comme ça, en disant tant que nous n'avons pas nous unir, qui va s'unir? On n'a pas encore libéré l'Afrique, on va s'unir où? Donc, il faut commencer. Moi, je dis concrètement, il faut que les gens commencent par trouver d'autres personnes autour d'eux-mêmes pour commencer un travail de structuration, d'organisation sur le plan local. Ça, c'est concret, ça. J'en ai assez. J'en ai assez de dire la même chose tous les jours et ne rien voir venir. J'en ai assez. Voilà. Si on veut continuer à prêcher des grandes idées dans le vide, eh bien, continuons. Mais je vous dis, compatriotes comme là, Diaclo, il faut nous donner votre numéro de téléphone WhatsApp, on va vous rajouter au groupe. Et puis vous allez agir. Voilà, si on va voir ce que vous avez dans le ventre, parce que j'en ai assez de lancer des grandes idées comme ça dans le vide. Voilà. Alade Adeyemi dit, bravo frère pour le boulot, on est ensemble, l'Afrique libre ou la mort nous vaincrons. Oui, ça c'est très bien. Mais Thomas Sankara ne s'était pas contenté de dire des choses comme ça sur Internet. Thomas Sankara, il est allé chercher des gens et ils ont mené une bataille. C'est ça que le Montra est en train de dire. En tout cas, merci pour ces mots très gentils, mais c'est pas de ça dont nous avons besoin. Ça, c'est encourageant, bien sûr, et je vais être honnête, ça nous fait plaisir d'avoir ces mots-là, mais au-delà de ces mots, il faut qu'on se retrouve. Il faut nous donner. Mettez vos numéros de téléphone et tout ça en offre sur Facebook. Allez chercher Montra. Vous nous communiquez vos numéros de téléphone. Le lendemain matin, demain, on prend contact avec vous. Puis on va avancer. Je vous ai dit tout à l'heure, en début de ce direct, qu'il y a des choses qui se mettent en place. On a créé un compte PayPal. On va créer des cagnottes, des choses comme ça. On va voir qui est concrètement dans l'action. Qui est prêt à donner de son argent.
Et qui est prêt à venir aux réunions et aux rencontres et tout ça. Et puis qui est prêt à aller chercher d'autres compatriotes pour qu'on puisse planifier et organiser le tsunami populaire en Afrique. Parce que sans ça, il n'y aura rien. Donc, je vois les Africains aujourd'hui s'agiter sur toutes les questions de l'OMS, tout ça, un certain docteur Muyangui, tout ça, qui voulait être assassiné. Donc, que l'OMS veut... Qu'est-ce que vous croyez? Moi, vous savez, je n'ai jamais dit certaines choses. Moi, j'ai grandi au village, chez mon grand-père maternel. Mon grand-père était le médecin de ce village et de ses environs. Mon grand-père soignait toutes les maladies. Je vous dis bien toutes les maladies. Mon grand-père n'a jamais été à l'école. Mon grand-père n'a jamais été à l'école, mais il avait un cahier de 200 pages dans lequel il avait écrit les maladies et les remèdes. Si, mais les gens, moi je ris seulement, je rigole quand je vois les Africains s'agiter. Toutes les solutions sont en Afrique. Nous n'avons pas besoin de l'OMS pour soigner le Covid-19. Le Covid-19, les Africains ont connu des choses plus graves que ça. Nos ancêtres soignaient ces choses-là. Moi, mon grand-père maternel soignait des maladies que la médecine conventionnelle, moderne, occidentale n'a même pas encore étudiées. C'est ça la vérité. J'ai grandi chez mon grand-père. J'ai vu ça. Ce n'est pas que quelqu'un me l'a raconté. J'ai vu moi-même de mes propres yeux. J'allais même lui chercher les racines. Je connais tout ça. Donc, quand on voit aujourd'hui les Africains s'agiter, que l'OMS c'est ceci, que l'OMS voulait assassiner tel ou tel, docteur Muyangui ou bien voilà, que bon, qu'est-ce que vous voulez? Nous n'avons pas d'État. Nous n'avons pas d'État capable de nous protéger, d'organiser la société et de faire en sorte que les Africains soient respectés dans le monde et que le patrimoine africain soit respecté et protégé. Nous n'avons pas d'État, nous n'avons pas les structures qu'il faut pour nous protéger, pour nous sortir. Par exemple, mon grand-père, si on avait un État capable de s'organiser, d'organiser la société et avait l'ambition de résoudre les problèmes du pays, on devrait organiser tous ces guérisseurs-là et mettre en évidence leurs connaissances. Donc, faire passer ces connaissances-là du stade de la tradition, du cercle fermé traditionnel, vers un niveau scientifique organisé. C'est ce que j'ai tout dit. Le développement, c'est ça. Ce n'est rien d'autre. Le développement, l'industrialisation, la science industrielle, c'est lorsqu'un peuple part de sa capacité de débrouillardise qu'il élève progressivement vers un niveau plus élevé de résolution des problèmes au niveau global, au niveau national. C'est ça la science, c'est ça le développement. Donc, les enclos-coloniaux africains ont émietté le génie créateur africain. Ces États, gardes-barrières, ces enclos-coloniaux ont neutralisé, détruit, confirmé et confiné le génie créateur africain au stade primaire de la débrouillardise misérable. C'est ça la réalité. Donc, si nous ne faisons pas ce travail-là, si nous ne faisons pas ce travail-là de libération, de reconstruction, pour qu'on dispose d'un réel État capable de pouvoir nous organiser, protéger le patrimoine africain, qu'est-ce que vous voulez que les Occidentaux fassent? Ces gens-là sont là pour nous neutraliser. Depuis le XIVe siècle, les Occidentaux ont une théorie très simple. Chaque pays qui veut s'en sortir et arriver à un niveau de puissance capable de rivaliser avec l'Occident doit être neutralisé. Les Chinois ont été très malins, très intelligents. Voilà pourquoi ils sont arrivés aujourd'hui où ils sont. Sinon, non. Donc si nous ne nous élevons pas, nous allons rester là à constater les choses tout le temps et puis rien ne va bouger, quoi. C'est tout. Donc si les Africains veulent continuer comme ça, qu'on continue, on va constater que l'OMS et tout ça, bon, ils veulent assassiner Muyangui parce que Artemisia, je sais pas, et autres, bon, c'est tout à fait normal, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas dans un monde de bisounours ou de morale, quoi. Non, ces gens-là s'en foutent totalement. Donc, oui, l'Afrique libre et tout ça, nous vaincrons, oui, très bien, mais commençons par faire le travail d'organisation primaire d'abord. Voilà, si on ne fait pas ça, on ne va nulle part.
Abalo Asamo dit bonjour. Tu penses que le Rwanda est un exemple à suivre pour les autres pays africains? Bon, moi, je n'ai jamais parlé du Rwanda. Je connais comment les Africains fonctionnent. Comme nous ne voulons pas assumer nos responsabilités, on va toujours chercher ce qui serait pour nous un petit peu de réconfort. Donc, on va toujours nous contenter des prix de consolation. Nous disons que nous sommes un grand peuple et que nous pouvons le redevenir. Et on me parle du Rwanda parce que le Rwanda a fait quoi? On dit c'est le pays le plus propre d'Afrique, que bon, voilà, que Kagame a fait ceci ou cela. Bon, très bien, très bien. Si ça peut nous amener au paradis, bon, contentons-nous de ça. Mais l'ambition que le Moltra a pour notre peuple, c'est de faire regagner le rang de puissance à notre continent. Voilà. Et le Rwanda, c'est un pion. Le Rwanda est un pion des Occidentaux, notamment des Américains et des Israéliens. C'est tout. Ça, c'est connu de tous. Bon, maintenant, comme on a brandi le Rwanda comme une vitrine, puis que les Africains ne veulent pas assumer les responsabilités, se cachant toujours derrière des prix de consolation et des petites réalisations ici ou là, pour dire, ouh là là, dans le vide africain, bah, le Rwanda est un exemple, est un modèle. Pour nous, le Rwanda n'est pas du tout un modèle parce que le Rwanda est un pion des Américains notamment et des Israéliens qui lui ont donné quelques facilités. Et puis le Rwanda est un lieutenant des Américains et des Israéliens contre le Congo qui pille depuis des dizaines et des dizaines d'années, tout simplement. Donc le Rwanda a bâti sa prospérité, sa petite, très petite prospérité sur le pillage du Congo. Voilà. Donc ça, il ne faut pas que les gens nous racontent des histoires. Kagame n'est aucun modèle. Kagame n'est pas du tout un modèle. Mais bon, comme la lâcheté africaine veut toujours se contenter des petites réalisations, eh bien les gens sont en train de nous raconter des histoires que Kagame est un modèle et tout ça. Et puis bon, tout le monde crie que le Rwanda, ceci, oui. Bah, comme prix de consolation, bon, voilà, si les Africains veulent tous se consoler avec ce type de choses, bon, qu'ils continuent. Mais le Moltra n'est pas du tout dans cette logique de Kagame, pion des Américains et des Israéliens notamment, contre le Congo. Le Rwanda a bâti sa petite prospérité sur la destruction du Congo notamment. Voilà. Donc, pour nous, Kagame n'est pas du tout un modèle. Voilà. Kagame n'est pas du tout un modèle. Bien au contraire. Je disais en début de cette vidéo que la crise du coronavirus a plongé l'Occident, les pays occidentaux d'une manière générale, dans une crise économique grave, caractérisée par un surendettement, un taux de chômage qui ne cesse de grimper. Donc, il va y avoir une crise économique gravissime durant le coronavirus et après le coronavirus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Constance de l'histoire, règle numéro 1 de l'histoire, c'est que à chaque fois que les pays occidentaux sont confrontés à une crise économique interne, qu'est-ce que ces pays font? Ils vont aller chercher la solution ailleurs. Donc, ils vont s'en prendre aux pays les plus faibles qui disposent des ressources. Or, quand on voit l'échiquier mondial aujourd'hui, le seul continent, la seule partie de la Terre qui reste sans aucune protection, sans aucune couverture militaire, sans aucune organisation étatique sérieuse, capable de contenir les assauts de l'étranger. La seule partie du monde où il n'y a pas d'État capable de faire quoi que ce soit, où les populations elles-mêmes sont désorganisées, refusant de voir leurs problèmes et de les affronter réellement, de les affronter résolument, de leur apporter des solutions adaptées, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, non seulement remplit toutes les conditions de fragilité structurelle, parce que l'Afrique, c'est l'endroit où les enclos coloniaux sévissent, il n'y a pas d'État, les populations sont désorganisées, ne maîtrisant rien du tout. Et deuxième caractéristique de l'Afrique, qui fait que l'Afrique est prédisposée à être la proie continue de tous les autres, à commencer par les Occidentaux, c'est que l'Afrique dispose dans sa fragilité des richesses faramineuses, extraordinaires, que tout le monde utilise et veut conquérir depuis des siècles et des siècles. Depuis des siècles et des siècles. Donc l'Afrique remplit les deux conditions principales pour être martyrisée, pour payer le prix
de la crise économique que suscite le coronavirus aujourd'hui dans les pays occidentaux. Donc, l'Afrique remplit les deux principales conditions, à savoir toute fragilité structurelle, étatique, il n'y a pas d'État, enclos-coloniaux, désorganisation des populations. Donc, toute l'architecture structurelle, infrastructurelle africaine est totalement prédisposée à être dominée. Et puis, deuxième caractéristique, c'est que l'Afrique est immensément riche. Et ces richesses-là sont convoitées depuis la nuit des temps. Je n'ai pas besoin de démontrer que l'Afrique est un continent central, et le continent central, pourvu de richesses extraordinaires, envié, convoité par tous les autres pays de cette terre-là. Donc, les Occidentaux, à chaque fois qu'ils ont une crise interne, ils vont chercher à la résoudre sur la scène internationale en s'attaquant aux pays qui remplissent ces deux conditions. Beaucoup de richesses, incapacité de défense. Donc, l'Afrique est le continent tout à fait adapté à la portée des Occidentaux pour résoudre la crise économique qu'a créée la crise sanitaire du coronavirus. Donc, très bientôt, nous allons le voir, comme en 2011, les Occidentaux ont résolu la question de la crise économique qui les confrontait après la crise des subprimes et l'effondrement des banques par le printemps arabe, où ils ont liquidé Kadhafi, où ils ont liquidé un certain nombre de régimes jusqu'à arriver en la Syrie, où ils ont été stoppés net par la Russie. Et puis quand ils ont voulu aller attaquer le Venezuela, la Russie s'est encore opposée. Mais bon, les Occidentaux, ils ont détruit Kadhafi, ils ont détruit le régime de Laurent Gbagbo, et puis ils ont continué à soutenir tous les régimes dictatoriaux africains qui sont soumis totalement à eux. Et ça a continué. Donc, la crise du coronavirus qui a plongé les économies occidentales dans une souffrance énorme, et cette souffrance va aller en grandissant par un taux de chômage très élevé, un taux d'endettement très élevé. L'Occident n'a pas d'autre solution que d'aller s'attaquer aux pays africains et à l'Afrique, qui est le continent par excellence de la faiblesse, de la fébrilité, et qui dispose des ressources faramineuses qui vont servir à résoudre les problèmes des autres. Donc, c'est ça qui va se passer. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si l'Afrique n'a pas payé un lourd tribut à ce virus-là et que le coronavirus n'a pas décimé l'Afrique comme c'était prévu, la réalité, c'est que l'Afrique va payer les conséquences économiques de cette crise sanitaire du Covid-19. Voilà. Donc, les Occidentaux vont tout simplement aller se servir en Afrique. Donc, c'est ça qui va se passer. Alors, sur YouTube, Espoir à vos sang me dit, mon frère, moi je pense que vous devez continuer ces petites vidéos explicatives. Peut-être que 99% vont vous insulter, mais votre message tombera tôt ou tard dans les oreilles des vrais patriotes qui ressentent une grande douleur quand ils voient nos frères et sœurs souffrir dans les pays maghrébins où la situation en général des Noirs. Bon, en gros, voilà, j'ai compris le message. Merci, Espoir à vos sang. Mais qu'est-ce que vous voulez? Pour le moment, nous continuons, hein, on ne va pas arrêter. Bien au contraire, on va continuer. Mais c'est qu'il y a des moments où on est fatigué, parce qu'on ne voit rien venir. Ce que j'attends, c'est que des compatriotes africains m'appellent, me téléphonent, m'écrivent, me poussent, me bousculent, me cherchent, me poussent. Ah, il faut qu'on agisse. Je souffre de constater, et le Moltra souffre de constater que nous passons des week-ends sans rien faire. Hein, normalement, aucun week-end ne doit passer sans que les Africains s'organisent, se réunissent, cherchent des solutions. Aucune soirée ne doit passer sans que les Africains réfléchissent, s'organisent, cherchent des solutions, bousculent et poussent les gens qui sont des penseurs, des gens qui réfléchissent parmi nous, à les mettre en mouvement, à les confronter, à leur poser des questions, à les pousser dans leur retranchement pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Il faut nous pousser, nous agresser même, parce que le cerveau, il ne donne le meilleur de lui-même que s'il est confronté régulièrement aux épreuves. S'il n'y a aucune épreuve, si les gens sont là, puis qu'ils dorment, puis qu'on leur dit les choses, ils n'écoutent pas, et puis bon, voilà, ils viennent, ils mettent une pousse, ou bien ils mettent des gens à chapeau qui applaudissent. Je vais faire quoi avec ça? J'attends des commentaires soutenus, argumentés, ou des questions. Parce que si vous n'avez pas de commentaires en tant que tel à faire, posez des questions. Mais venir mettre des émoticônes, là, des smileys ou bien des choses où je vois des gens applaudir, puis on met correct ou bien des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est avec des pouces bleus, des émoticônes et des smileys qu'on va libérer l'Afrique? Non. Donc, moi, ça ne m'amuse pas. Ça, c'est des choses qui ne me plaisent pas. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
Pour le moment, notre peuple est dans un état totalement catastrophique, mais nous n'en avons pas d'autres. Nous n'avons pas d'autres peuples. Et nous ne pouvons pas en changer. Si on pouvait changer de peuple, peut-être qu'on aurait changé depuis. Mais voilà, on va pas changer de peuple. On va pas, parce que notre peuple est dans cet état, que bon, on va courir pour aller changer de nationalité et autres. Non, on va pas le faire. On va continuer. Mais, c'est qu'à un moment donné, il faut que les gens aussi prennent un peu de responsabilité et puis qu'ils s'organisent, qu'ils trouvent 2-3 personnes. Il faut qu'on discute, il faut qu'on s'organise, il faut que les choses se fassent concrètement. Voilà. Parce que rester sur Facebook et tout ça, bon, c'est bien, mais à un moment donné, ben, c'est pas sur Facebook qu'on va libérer l'Afrique, quoi. Concrètement, la révolution, l'entreprise de libération se fait par des corps physiques. Et ça commence par là. Tout commence par une rencontre physique. Si les gens ne comprennent pas ça, puis qu'on leur dit d'aller trouver 2 personnes pour qu'on organise, même si vous êtes 3, 4, 5, c'est déjà un bon début. Parce que les grands changements historiques commencent toujours par une source, par un foyer, un petit foyer, par un petit noyau, formé, bien aguerri et puis bien organisé. Ben, tout part de là. Mais si on veut attendre tout le monde avant de faire quelque chose, on ne fera jamais quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas attendre tout le monde. Et puis, dans ce que nous sommes en train de faire, chacun a un rôle à jouer. Il y a des gens qui vont être de la foule, il y a des gens qui sont des enseignants, des gens qui sont des formateurs, d'autres qui sont des acteurs sur le terrain, d'autres des propagandistes, d'autres des financiers, des guerriers, ainsi de suite. Voilà, donc, voilà, toute organisation commence par là. Et je demande que les gens nous donnent leur numéro de téléphone pour qu'on puisse concrètement commencer par agir. Parce qu'on a trop bavardé. Toutes les idées que le Montra a développées depuis toutes ces années, bon, si on avait commencé ne serait qu'à donner 1 euro ou 1 franc, 100 francs CFA. Depuis là, aujourd'hui, on aurait une caisse. J'avais émis l'idée d'un fonds stratégique. Personne ne m'a répondu. J'ai émis l'idée d'un fonds stratégique. Bon, mais comme je connais très bien les nôtres, les Africains, dès qu'il y a un peu d'argent là qui arrive, on va, ah, Pogli a pris notre argent, il a bouffé notre argent. Non, nous voulons créer un fonds stratégique. C'est un fonds stratégique, ça s'appelle comme ça. Ne me demandez pas d'expliquer pourquoi. Non, non, nous allons agir. Nous avons besoin des moyens. Donc, je dis que c'est un fonds stratégique qu'on crée. Puis les gens ils déposent seulement là, dans cette caisse-là. Et puis c'est tout. Quand le moment arrive, on va agir. Et puis ceux qui veulent des comptes, on leur présentera des comptes. Puisque les gens pensent qu'on va voler leur argent. Des choses concrètes, simples. On n'arrive pas à les faire. Puis on rêve de libérer l'Afrique. On n'arrive même pas à trouver 5 personnes autour de nous de confiance. Des personnes dites de confiance pour nous réunir, pour nous voir concrètement. On reste toujours dans le monde virtuel, de Facebook, de WhatsApp. C'est ça qu'on va faire pour libérer l'Afrique? Non, c'est ça qui me désole. Voyez, c'est ça qui me désole. Donc, dès la semaine prochaine, le site internet du Moltra va être disponible, c'est moltra.org, va être disponible. Et puis, on va mettre des choses là-dessus. Il y a déjà un compte PayPal. Vous pouvez aller sur PayPal, vous saisissez Moltra. PayPal, vous voyez Moltra. Vous avez déjà commencé par déposer de l'argent dans ce compte-là. Et on va avancer. Parce que trop parler, là, c'est bon. Voyez? Et puis, il faut que les gens restent disciplinés. Il faut rester droit. Il y a une seule ligne, c'est la ligne du Moltra. Ceux qui sont convaincus de cette ligne-là, vous restez là-dessus. Il ne faut plus regarder à gauche et à droite. Travaillez sur cette ligne-là. Et puis, faites connaître cette ligne-là. Si on se disperse, si on est dans la dispersion, puis qu'on embrasse tout et n'importe quoi, bon, tout est faussé, c'est fini. On est dans la dispersion de nos énergies. Et puis c'est tout, quoi. Voyez? Donc, si on continue comme ça, on s'amuse, les choses sont simples. Soit les Africains sont capables d'aller vers la libération du continent africain en s'organisant, et ça va coûter, c'est un lourd travail, c'est un lourd sacrifice, mais c'est à nous de le faire, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire à notre place. Ou alors, on va continuer à vouloir faire du replâtrage, à vouloir faire du saupoudrage, à vouloir chercher à résoudre les conséquences au lieu de s'occuper des causes. Et puis, on va continuer à tourner en rond. Et résultat des courses, on va se contenter des choses comme le Rwanda, des choses comme Andry Rajoelina du Madagascar qui dit qu'il a trouvé des solutions pour Covid-19. Très bien. Si c'est des choses comme ça que nous voulons, bon, on continue encore. Voilà. Mais nous savons très bien que notre peuple doit renaître. Et pour qu'un peuple renaisse,
il faut qu'il y ait de grands hommes, il faut qu'il y ait de grandes mobilisations, des gens de grandes capacités pour le redresser. Et l'Afrique était un grand peuple qui a chuté. Et quand un grand peuple a chuté, il faut de grands hommes pour le relever. Si nous n'avons pas ce cœur-là, si nous ne sommes pas capables de nous hisser à la hauteur du défi qui nous confronte, eh bien, nous allons rester petits et notre continent restera petit et sera la proie à tous les autres peuples de cette vallée humaine. C'est tout. Il n'y aura pas de pitié pour nous parce qu'il n'y en a jamais eu. La pitié ne fait pas partie des mots, des termes de la géopolitique. La pitié et l'humanisme ne font pas partie du vocabulaire de la géopolitique et des puissances occidentales. L'Occident n'a pas développé, le monde n'a pas développé les rapports internationaux autour des notions de la pitié, de la solidarité, de l'amour, de la fraternité, du don. Non! Les rapports sur la scène internationale sont guidés par les intérêts et par la force. C'est les peuples qui sont les mieux organisés qui survivent. Si les Africains ne veulent pas faire ça, tant pis pour nous. Tant pis pour nous. Voilà. Tant pis pour nous. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, bon, restons tous comme ça. C'est tout. Voilà. Alors, je vais mettre le compte PayPal sur la page Facebook du Moltra. Je l'ai déjà mis d'ailleurs cet après-midi. Le compte PayPal est disponible. Vous allez l'avoir et puis vous allez agir et puis on va avancer. Mais ce qui est important, j'insiste là-dessus, ce sera mon dernier mot ce soir, c'est que trouvez des gens autour de vous. Trouvez des gens autour de vous pour qu'on puisse s'organiser. C'est tout. Voilà. Concrètement, la révolution commence par les corps, par la rencontre des corps physiques. S'il n'y a pas de corps physique et puis qu'il n'y a que des personnes virtuelles, on ne fait rien du tout. Voilà. On ne fait rien du tout. On peut utiliser le canal du virtuel, de Facebook, de WhatsApp, de YouTube et tout ça, pour nous voir. Et puis, une fois qu'on s'est rencontrés virtuellement, il faut passer de l'autre côté pour nous voir concrètement, nous rencontrer, sentir les énergies qu'il y a, et puis aller de l'avant. Si on ne fait pas ça, on va rester toujours dans les plaintes, dans les jérémiades, dans les gros mots qu'on va lancer, puis il ne se passera rien du tout. Je vous ai montré comment les Occidentaux ont toujours utilisé leur crise intérieure pour aller voler les autres peuples et les conquérir. Le cas de la Libye est parlant. Plus de 400 milliards de dollars a été volé sur les marchés internationaux par les Occidentaux qui ont attaqué la Libye, qui ont confisqué les puits de pétrole. C'est simple. L'Irak, même chose. Nos pays africains sont enfermés dans ce système-là. Si nous on est là et puis qu'on s'amuse, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc voilà. Donc, envoyez-nous vos coordonnées, envoyez-nous vos numéros WhatsApp, on va vous rajouter à tous les groupes Moltra qui existent de par le monde. Voilà, on est en train de structurer tout ça. Envoyez-nous en privé ou même en direct vos numéros de téléphone, WhatsApp et tout. On va vous recontacter et puis on va commencer à agir. C'est tout. Sur ce, je vous salue fraternellement. Que nos ancêtres veillent sur vous. À très bientôt.